à tous, bonjour à toutes, nous sommes le jeudi 18 juin 2020, bienvenue dans À l'air libre. Aujourd'hui, deux entretiens dans notre émission. D'abord, sur le vertige de l'émeute, c'est le titre de l'essai du chercheur Romain Huette. Il sera avec nous pour parler des dernières manifestations des hospitaliers et du cas emblématique de l'infirmière Farida Chic qui fait la une. Comment dire sa colère, comment bascule-t-on dans la violence pour l'exprimer? On en parle avec lui. Ne manquez pas ensuite l'entretien de Mathieu Magnodex avec la sociologue américaine Frances Fox Piven. Elle a 87 ans, c'est une figure intellectuelle majeure de la gauche aux États-Unis. Elle a accompagné tous les mouvements sociaux majeurs depuis les années 60 et voit dans la contestation actuelle contre les violences policières un tournant historique. Et puis musique avec The Penelopes, un groupe français qui interprète son titre Gourou pour nous. À l'air libre numéro 63, c'est parti. Comment dire sa colère? Comment peut s'exprimer le rapport de force entre les citoyens et le pouvoir? Si la colère est légitime, la violence l'est-elle? Peut-elle être? La question de la violence se pose à chaque manifestation, plus encore depuis le mouvement des Gilets jaunes. Pour en parler, j'accueille Romain Huette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences de la communication à l'Université de Rennes et auteur de Le vertige de l'émeute de la ZAD aux Gilets jaunes aux presses universitaires de France paru l'année dernière. Votre livre vise à élaborer une théorie de la violence sur deux terrains très différents, mais avec peut-être, on en parlera, des points communs. D'abord le terrain de la guerre, vous êtes immergé dans des brigades rebelles syriennes, et puis le terrain des manifestations que vous avez pas mal arpenté, le terrain des émeutes, même si ce mot, on va y revenir, est peut-être pas le bon, notamment donc avec celle du mouvement des Gilets jaunes. Tout ça, bien sûr, en questionnant le pourquoi de cette violence que les médias, dans leur ensemble, et le monde politique condamnent et estiment illégitime. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on revienne sur la raison de cette discussion aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé mardi. Mardi, les hospitaliers étaient dans la rue, à Paris et dans d'autres villes de France, pour réclamer notamment plus de moyens pour l'hôpital, de meilleurs salaires, une meilleure reconnaissance. Mais l'image qu'on a retenue de cette manifestation, c'est celle-ci. Une fin de manifestation qui dégénère à Paris et une interpellation violente, l'interpellation d'une blouse blanche, une infirmière. Je fais de l'âge. On a réfléchi avant. Attendez ma ventoline. Reculez. Madame, je veux ma ventoline. Je veux ma ventoline. Je veux ma ventoline. Je veux ma ventoline. Faites-la présenter au 7e. Vous la présentez au 7e. Vraiment, est à l'origine du gaz. S'il vous plaît. Je veux ma ventoline. L'infirmière est plaquée au sol, le genou d'un policier sur le dos. Ils sont plusieurs autour d'elle seule et font tout pour empêcher le journaliste de Brut de filmer. S'il vous plaît, je veux ma ventoline, s'il vous plaît. Je veux ma ventoline. Vous allez la voir, madame. Pas de violence, hein, s'il vous plaît. On va vous la donner, madame, c'est juste à côté, on vous dégage les gars. Allez. Puis dans cette autre vidéo, on voit la suite de l'interpellation. Ah mais... Elle l'empêche de parler. Vous êtes de la police, vous n'êtes pas la milice. Vous n'avez pas le droit de l'empêcher de parler. C'est une femme, c'est une poignante. Vous devriez avoir honte. Et sur d'autres images, on voit ce qui se passe donc juste avant l'interpellation de Farida Chic. Alors, cette infirmière, elle s'appelle donc Farida Chic, elle a 52 ans, elle travaille à l'hôpital d'Ivry et elle a été placée en garde à vue juste après pour outrage et jet de projectiles. Elle sera jugée le 25 septembre pour outrage, rébellion et violence sur des personnes dépositaires de l'ordre public sans ITT. Elle risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Romain Huette, comment est-ce qu'une infirmière qui a passé ses nuits, ses jours à lutter contre l'épidémie de Covid, a priori sans histoire, en vient à jeter des pavés sur la police à l'issue d'une manifestation où elle réclame la reconnaissance pour son travail?
Enfin, ce qui est assez manifeste dans ces images, c'est que c'est une personne qui, a priori, en tout cas, n'était pas du tout préparée à le faire. En tout cas, c'est pas un acte prémédité, parce qu'on la voit, elle est avec sa blouse, elle a juste son masque pour respirer, elle n'est pas dissimulée, elle n'est pas dans une stratégie en fait de violence en tant que telle. Et dans des situations comme il y a pu y avoir mardi, c'est des situations assez chaotiques, dans lesquelles il y a une atmosphère à la fois collective, émotionnelle, qui est quand même assez critique, assez tendue. Et dans des moments comme ça, c'est pas si étonnant que certaines personnes puissent se exprimer en fait leur rage, non plus par des mots, mais par des gestes un peu désespérés. Hein. Elle est quand même visiblement dans ces images assez loin des forces de l'ordre. On est dans une violence quand même de très très faible intensité. Il faut quand même, je suis pas du tout en train de qualifier moralement l'acte, hein, mais simplement relativiser quand même l'ampleur de cette violence. Par contre, ce qui est certain ici, c'est que on a vraiment une personne pas du tout préparée, qui est toute seule d'ailleurs dans les images. On ne la voit pas entourée par des groupes, par des personnes, et donc là on voit bien en fait une colère qui entre guillemets est en train de trouver une puissance de déclaration dans ce geste, et en tout cas qui est assez inconsistante, au sens où d'une certaine manière ce qu'elle fait ne produira pas beaucoup d'effets, enfin pas grand effet, et les risques en tout cas qu'elle encourait, elle n'y a pas songé à ce moment-là, de toute évidence. Donc ce que je vais essayer simplement de dire, c'est que on n'est pas ici dans quelque chose de médité, de réfléchi, mais plutôt dans une espèce d'impulsion dans des situations chaotiques comme des moments un peu tendus avec les forces de police. On a pas mal de personnes qui parfois se laissent complètement gagner par la situation. D'ailleurs, elle dit elle-même qu'elle a craqué d'épuisement et de colère. C'est ça, c'est que l'image, la situation est un peu terrible, parce que les soignants ont été en première ligne pendant toute la crise, ont eu un soutien populaire extrêmement important, et effectivement ont probablement été profondément épuisés par toute cette crise, et trouvent dans ce moment qui était un moment de reconnaissance, de revendication, et effectivement, quand on oppose à ce mouvement-là, en fait, des forces de l'ordre. Évidemment, ici, c'est un petit peu délicat d'être dans l'apaisement, d'être dans le dialogue. On n'est pas dans une situation, en gros, où on fait du politique. Ici, on est dans une situation où la colère, en fait, l'épuisement se transforme en un geste, entre guillemets, pré-insurrectionnel, en tout cas, un geste, un craquement, quoi. Ça c'est clair, c'est l'expression d'un craquement. Dans votre livre, vous écrivez que la société condamne la pertinence politique de la violence, et pour autant, par exemple, dans ce cas précis, de nombreuses voix se sont élevées, notamment à gauche, pour soutenir l'infirmière et dénoncer l'interpellation violente de la police. Un hashtag Libérez Farida a même été très partagé sur les réseaux sociaux. C'est assez délicat, parce que effectivement, on la voit jeter des projectiles aux forces de l'ordre. Ça serait extrêmement délicat de dire que c'est un acte qu'on peut justifier absolument moralement. Par contre, on le comprend un peu mieux. On le comprend un peu mieux parce qu'on a là l'exemple en fait d'une personne, d'une femme de 52 ans. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de personnes dans des manifestations, exprimer leur colère de cette façon-là. Et donc, je pense qu'il y a un moment d'identification où les gens, c'est pas qu'ils excusent le geste, mais en tout cas au moins ils le comprennent. Et c'est vrai que c'est un peu plus évident que lorsqu'on a des personnes peut-être un peu plus préparées, et en tout cas qui ont l'habitude en fait de ces situations-là. Or là, c'est quelqu'un d'ordinaire en fait. C'est quelqu'un qui, me semble-t-il, je ne connais pas cette personne, mais en tout cas dans les dispositions dans lesquelles elle est, c'est quelqu'un qui craque. Et je pense qu'en fait, on est c'est assez aisé de comprendre en fait quelqu'un qui craque. Et on sait très bien qu'on a un commun avec cette personne de ce point de vue-là. Quand on sait aussi comment le personnel soignant a été exposé pendant toute cette crise.
Et alors, justement, ces personnes ordinaires, ces personnes qui craquent en manif, vous qui en avez arpenté pas mal pour vos recherches ces dernières années, notamment avec les Gilets jaunes, vous en avez vu des profils comme ça, différents de ceux que le monde politique et sécuritaire qualifie de black bloc, tête de cortège, spécialiste, je crois, ou professionnel du désordre, comme disait Emmanuel Macron, des gens ordinaires qui craquent ou qui ont recours à la violence à un moment pour X ou Y raison. Vous en avez croisé pendant les manifs des Gilets jaunes? Beaucoup. Et ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose de très très étonnant, et d'ailleurs qui doit nous interroger politiquement et pas seulement en fait subjectivement, comment un individu va pouvoir se laisser gagner en fait par des moments de violence. Ça dit quelque chose que de plus en plus en fait les manifestations ont tendance déjà à mal se passer. Et si vous prenez les Gilets jaunes, dès le départ, vous avez plein de personnes qui n'avaient jamais manifesté de leur vie et qui se mettent à construire des barricades très très rapidement, quoi. Et qui, font une expérience en fait assez inédite, et notamment une expérience avec le pouvoir, quoi. Et le pouvoir ici est représenté par les forces de l'ordre. Et alors moi, ce que j'essaye de dire dans mon livre, c'est de parler de ce qu'on appelle l'expérience sensible en fait de ce genre de situation. Et il y a cette idée que on est dans un moment un peu de forte intensité affective, collective, etc. Et que dans ces moments-là, en fait, il y a le sentiment, en fait, qu'il y a une rencontre avec le pouvoir, qu'il se passe quelque chose avec le pouvoir. Le pouvoir, en fait, il va vous matraquer. Le pouvoir, il va vous repousser. Il va essayer, en fait, il va d'ailleurs se manifester de façon assez grotesque, comme on voit dans cette arrestation-là. Elle est quand même, elle est assez radicale comme arrestation. En tout cas, elle n'est pas douce, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'une certaine manière, c'est un pouvoir grotesque ici qui est mis en scène, quoi. Et je crois que ici, pour moi, en fait, ça témoigne bien sûr à la fois de l'impuissance du manifestant. Je veux dire, quand on doit, en fait, quand des personnes, en fait, pensent que la violence pourrait est quelque chose de souhaitable dans une manifestation, c'est bien sûr l'expression d'une impuissance très claire, mais qui trouve aussi, en fait, à ce moment-là, une espèce de puissance de déclaration. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a une rigidification, en fait, entre le maintien de l'ordre et puis les manifestants. Et ce qui est clair, c'est que la violence, c'est interactionnel. C'est pas seulement en fait un camp qui va attaquer un autre et l'autre va se défendre. Il y a une montée en intensité, et notamment depuis les Gilets jaunes, depuis les différentes transformations du maintien de l'ordre. Et cette configuration interactionnelle a tendance à pousser les individus, me semble-t-il, à s'adonner beaucoup plus facilement à la violence que lorsque, par exemple, les forces de police sont beaucoup plus à distance, sont beaucoup plus discrètes, parce que ici, la configuration interactionnelle est moins propice à cela. Et là, ici, dans une situation où les forces de l'ordre, en fait, bon, là, on ne repasse pas dans le contexte, mais dans le contexte, il y a quand même pas mal de conflits à ce moment-là. Et ça, c'est les atmosphères où la violence se lâche, quoi. C'est-à-dire que la part coupable, en fait, du geste, jeter une pierre, c'est pas un geste si facile que ça, d'une certaine manière, en tout cas, lui enlever la part coupable. Et là, on voit que cette personne-là ne pense pas aux conséquences de son geste. Parce que bon, elle sait qu'elle est filmée par plein de caméras, et bien sûr, elle y songe pas, quoi. Donc, on voit bien qu'ici, c'est vraiment un moment interactionnel très particulier. C'est ces moments-là qu'il faut arriver à saisir aussi, peut-être notamment pour les éviter, et bien sûr aussi pour les comprendre, quoi. Votre titre, vous l'avez déjà évoqué dans la question, mais votre titre, Le vertige de l'émeute, c'est quoi le vertige de l'émeute? C'est donc une expérience sensorielle, charnelle. C'est un moment particulier Alors, l'idée, c'était de dire, le vertige, j'ai emprunté le terme à Caillois, c'est quand l'existence se met à hurler en moi, quoi. Et que d'une certaine manière, moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que au lieu de fuir des situations de violence qui pourraient être tout à fait répulsives pour beaucoup de personnes, eh bien, de plus en plus de personnes, en fait, se laissent gagner assez facilement, en tout cas, sont présents sans forcément d'ailleurs commettre de violence, mais ont tendance à rester, ont tendance à revenir, ont tendance à finalement, en fait, à s'abandonner à ce même vertige. Et l'idée, c'est de dire que de quoi il est fait ce vertige? Il est fait effectivement d'affect, la peur, la griserie, affects qui sont en plus partagés collectivement, très très momentanément. C'est
c'est le fait de vivre des espèces de solidarité momentanée avec les autres manifestants. Vous tombez par terre, il y aura toujours une main inconnue qui vous relèvera. C'est le fait là encore une fois, d'avoir le sentiment en fait de faire quelque chose sur le pouvoir, de faire quelque chose sur le monde. Alors qu'habituellement, en fait, on a du mal à avoir posé des gestes qui ont des conséquences sur le réel. Là, sur le coup, en fait, ça devient la perception, en fait, les effets de vos actions. Ça devient à la perception, c'est-à-dire des rues en désordre, le pouvoir ici incarné par les forces de police qui vont essayer de vous contenir et qui n'y arrivent pas toujours. Vous voyez, c'est cette idée en fait que c'est grisant de montrer qu'à un moment donné, en fait, j'affecte le monde, je le griffe, quoi. Et je pense que dans l'expérience, mais vraiment dans le présent en fait de la situation, c'est quelque chose qui peut produire ce que moi j'appelle le vertige, on pourrait appeler la griserie, etc. Mais comment dire, on est moins dans quelque chose de très très rationalisé, de très très planifié, d'intellectualisé. Et finalement, au fond, je suis pas sûr en fait que, eh bien, on se dise que moralement c'est ça qui est souhaitable ou qui n'est pas. Comme vous voyez, je pense que c'est plus l'effet un peu inédit en fait qu'on va produire sur le monde, alors qu'habituellement en fait on traverse sans vraiment en fait pouvoir avoir de prise sur lui, quoi. Et si vous voulez, ce que moi j'aurais un peu envie aussi d'ajouter, c'est finalement que la question qui doit être posée, c'est peut-être la question morale, elle est importante, mais c'est surtout qu'est-ce que ça dit de notre époque. Et ça dit clairement en fait, ça montre très clairement en fait une époque de décomposition, enfin comment dire, le dialogue en fait ne fonctionne plus vraiment. On n'arrive plus véritablement à se mettre d'accord. Les politiques de composition, c'est-à-dire la façon dont on doit débattre ensemble, bien finalement au fond, on voit que ça fonctionne de moins en moins. Et l'idée, c'est de se dire, mais finalement, face à toutes ces inquiétudes que nous sommes en train de vivre, comment en fait on arrive à avoir des prises sur ces inquiétudes, comment on domestique ces inquiétudes. Et d'une certaine manière, c'est un peu ma critique, cette focalisation sur les forces de l'ordre, c'est une façon aussi de simplifier finalement le rapport très conflictuel que l'on peut avoir avec l'ordre social, le rapport très conflictuel qu'on peut avoir avec nos inquiétudes. Et d'une certaine manière, voilà, quand vous avez un face-à-face avec des forces de police, soudainement, c'est vrai que vous avez simplifié très clairement en fait, notre rapport à notre temps, quoi, à nos inquiétudes, quoi. Mais il y a autre chose, effectivement, il y a autre chose derrière de bien plus complexe. Vous avez étudié la violence en terrain de guerre, c'est ma dernière question. Qu'est-ce qui est semblable à ce terrain et au terrain des manifestations ? En réalité, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de semblable. Et d'ailleurs, heureusement, en tout cas, sinon, ça serait encore, je pense qu'on serait dans une inquiétude encore plus importante. Mais bon, peut-être que le point, enfin moi, le point commun, j'allais dire, c'est qu'est-ce qui pousse un individu ordinaire à accepter de se mettre en danger, à accepter de mettre en danger aussi l'autre, pour des raisons politiques. Et l'idée, c'est d'essayer de se demander si précisément, en fait, cette crise que nous sommes en train de vivre, alors elle est multiple, elle est très hétérogène, etc., mais il y en a une qui me semble très importante, c'est la crise de l'expressivité, quoi. C'est-à-dire que finalement, au fond, le sentiment que la vie est de plus en plus froide, de plus en plus inexpressive. Et si on prend le personnel soignant, on voit bien que, bien sûr, il est question de conditions matérielles, mais il n'est pas question que de cela, quoi. C'est qu'on a enlevé à ce travail-là la plupart de ses qualités, quoi, notamment, en fait, avec la rationalisation des hôpitaux, etc., qui fait qu'à un moment donné, en fait, j'ai l'impression que de plus en plus de personnes ont le sentiment que ce qu'ils sont en train de faire dans le quotidien, mais ils ne s'y reconnaissent plus véritablement. En tout cas, ils n'arrivent plus à s'y adonner avec du plaisir, avec de la joie, et que d'une certaine manière, ça produit cette inexpressivité. Et finalement, au fond, cette quête d'expressivité, eh bien, on la trouve dans des moments collectifs, on la trouve dans des moments, en fait, précisément là, ici, dans des moments de violence, où on revit, en fait, alors dans le temps de la guerre, c'est très, très radical, parce que là, vous vivez vraiment un moment de groupe, de solidarité qui sont extrêmement, extrêmement fortes, mais comment dire, qui ont le sentiment, en fait, que ce que je suis en train de faire, en fait, va produire des conséquences. Je vais juste vous donner un tout petit exemple, et très rapide. Je me souviens, quand j'étais allé en Ukraine pendant la Révolution, sur la place Maïdan, et bon, je m'étais fait avec mon collègue cuisinier dans un bâtiment qui était occupé. Et je me souviens avoir demandé à la personne qui s'occupait du bâtiment, mais si je ne suis pas convaincu de faire la révolution, que me dirais-tu pour me convaincre que je dois devenir révolutionnaire? Et sa réponse, elle est extraordinaire. Il ne me dit pas, regarde la corruption, regarde la misère, etc. Il me dit, viens, tu verras, demain, tu reviendras. C'est-à-dire, viens éplucher de l'ail, viens éplucher des patates. Et en fait, ce petit geste anodin que tu es en train d'accomplir
demain, en fait, tu vas revenir parce que finalement, tu trouves que ce geste-là a du sens. Cette phrase-là, moi, elle m'a beaucoup interpellé. J'en ai entendu, en fait, beaucoup qui ressemblaient un petit peu à cela, quoi. C'est cette idée, en fait, de réinvestir, en fait, la vie, y compris par des gestes tout à fait mineurs. Merci Romain Huette, vous êtes maître de conférence en sciences de la communication à l'Université de Rennes et auteur de l'essai Le vertige de l'émeute aux presses universitaires de France. Merci d'être passé dans L'air libre, à bientôt. Merci. Vincent Trémel et Axel Basquiat forment le duo The Penelopes. Pour À l'air libre, ils interprètent leur titre Gourou. Salut, c'est The Penelopes pour Mediapart. Confiné à Londres, on va vous faire une chanson qui s'appelle Gourou, qui sera sur le prochain album. Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant Frances Fox Piven est une figure majeure de la gauche intellectuelle aux États-Unis. Une universitaire réputée, elle a publié de nombreux livres sur les mouvements sociaux aux États-Unis, des livres dans lesquels elle a théorisé l'importance de la désobéissance civile et de l'auto-organisation. Mais c'est aussi une activiste, compagnonne de route du mouvement des droits civiques. Elle s'est toujours battue contre la guerre aux pauvres menée contre les plus démunis depuis des États-Unis outre-Atlantique. Elle est aussi considérée comme une des mentors intellectuelle du mouvement Occupy Wall Street en 2011 après la crise financière, au point qu'elle a été décrite un jour par un célèbre polémiste d'extrême droite comme une des personnes les plus dangereuses du pays, rien que ça. Frances Fox Piven a aujourd'hui 87 ans et depuis 3 semaines que les États-Unis manifestent contre les violences policières depuis la mort de George Floyd. C'est peu dire qu'elle est euphorique. Ce mouvement, dit-elle, est historique et pourrait changer le pays en profondeur. Alors qu'elle est donc une référence majeure pour la gauche américaine, Frances Fox Piven, à ma connaissance, n'a jamais donné d'entretien en France. Elle l'a fait pour À l'air libre. C'était il y a quelques jours depuis sa maison au nord de New York.
why do you use this word of the great movement? Do you basically think this is the kind of broad movement that you've been expecting personally, and that many people like you have been expecting over the last years? I didn't expect anything as great as this. There are a number of ways in which it is historically unparalleled. Movement as strongly interracial as this movement. Never in American history. Like even not in the civil rights movement, even not in the No, the civil rights movement, there were white sympathizers, and there were there was the Students for a Democratic Society participated in some of the actions. But this movement is a movement where almost all of the participants are concentrating on the degradations, the insults, the brutalization of Black people. And Black people are welcoming that support. Nothing like this. If you study the films that have been taken of the demonstrations, and you look closely at the participants, a lot of them are white. And because a lot of them are white, the movement can reach the small towns of America, the rural areas of America. Where I am now, there is a little town about 6 miles away. There was a demonstration. That town is very small. It's very white. It is a Trump town. There were, in 2016, there were lawn signs for Trump all over town. And there was a demonstration for a Black Lives Matter demonstration in that town. So that's one way in which it is a great movement, and maybe it will change the United States, because race and racial hatred has been such an important part of our history, and such an important component of Donald Trump's base, of the turn toward fascism that the United States has taken over the last recent years. So yes, it's a great movement. And my sense of the politics of the country has changed a lot just in the last couple of weeks because of the rise of the movement. What can we know about what this movement is already changing? I'm not talking right now about the presidential election. I'm going to talk to that about later. But what is it changing in the culture? Well, it's changing our view, I think, of social justice in the United States in two major ways. One way has to do with the economic and political circumstances of a lot of people in the United States, the rise in inequality, and the special burden that this has placed on racial minorities in the United States. Now, accompanying the polarization of income and well-being that has occurred over the last 15 years in the US, accompanying this has been the rise of a very brutal kind of policing. Should not be surprising. How do you control people when you deny them the fruits and rewards, the pleasures of belonging? You can control them by with brute force, and that's the rise of the police. You know, the police budgets, in local budgets, municipal budgets, the police share has been rising steadily in the United States, parallel to the rise of inequality and the deepening of poverty in the United States. That makes a kind of sense in the big historical view, but it is a way of controlling, like, the poverty. Yes. So I expect, as the movement continues, and I think this movement will be
an enduring movement. We need movements that last. You know, the labor movement lasted 100 years. The civil rights movement lasted 50 years. We need this movement to last. As this movement continues, I hope that it will be able to reverse the turn toward inequality and plutocracy, toward authoritarianism, and toward brutality that have become so dominant in American society. Mm-hmm. To which extent do we have here, like, also a consequence of the pandemic? Well, it is the sort of coming together or the convergence of the pandemic and the police atrocities, the publicity attached to the police atrocities, and the economic hardship that the pandemic has worsened. It hasn't caused it, but it has worsened it. Unemployment is at historic, monumental levels in the United States. So these trends have converged, but the important point is that people do protest. People do rise up, especially in a contemporary and rich society like France or the United States. That protest is part of our human nature because we discover that societies are cooperative and interrelated and fragile arrangements, and that they need us to be quiet and cooperative. And because they need us to be quiet and cooperative, we have power when we are not quiet and not cooperative. So sooner or later, people discover that. It's true that the dominant culture... generation has to discover that. That's what you're saying. We have to constantly rediscover it because it is constantly being denied by those in authority, by elites. But we do discover it because we see it, we feel it, we know. We know that if we won't cross the street on the light, traffic will stop. We learn that. We know it from our experience. So I think that in a contemporary society, you cannot keep people down for very long. One of the reasons that conditions got so bad in the United States is that the Democratic Party was, I think, corrupted by the decline of the 60s movements and by the influence of big money. The strength of the Republicans was in a way mirrored in the stances that Democratic political leaders took, like Bill Clinton, for example, or even Barack Obama. Barack Obama there was a moment while he was president where he controlled the Congress of the United States, and he did not use that moment to push for social justice measures. So the Democratic Party has really been corrupted from what it was in the 1930s during the New Deal, when it was very much the party of massive discontent, disruption, and of course the collapse of the economy. It was a party that had to cope with those conditions, and because it did, it was susceptible to the influence of movements and the great labor movement that rose up in the 1930s. But the Democratic Party became a very weak and a weak party, and it became a party of Wall Street. I think that has to change. Bernie Sanders was an effort, his campaign was an effort to recover
the Democratic Party. I mean, he called himself a Democratic Socialist. That was fine with me. But what he was really doing, he was trying to recover the New Deal. And all of his programs were New Deal programs. And so he was a New Dealer. That was good. For the United States, that was a big step. But I think that the impact of the Sanders troops on the Democratic Party is an important way of moving, also an important way of moving forward. That trend in the Democratic Party in interaction with a big interracial movement could bring the United States to a kind of social democracy. Do you think that this movement can translate in some ways into like some kind of victory of Biden in a few months? It will be a victory, maybe with less enthusiasm and not a lot of joy, but it will still be a victory against Trump? Or do you think that the Democratic Party is not really understanding what's happening? Well, we have to transform the Democratic Party, and a lot of people are working on that. It's true that the people in charge of the Democratic Party are Clinton Democrats. That's what they are. That means that they are Wall Street Democrats, but they need mass support. And the rise of the movements means that they're going to have to make big concessions to people below, to the mass of people who are so angry and so hopeful. And I think they will. I think Biden will. I think he's already trying to do that. Mm-hmm. He doesn't have a good history, a good record. I understand that. He is a sellout Democrat. And the sellout Democrats are responsible for how bad things have gotten in the United States. Mm-hmm. But he's a politician. He knows when he has to bend because the forces opposing him are too strong. And I think he will. And then when his term is over, we'll put somebody better in office as president of the United States. And thank you. And the very, very last question, do you think in January 2021, Donald Trump will still be the president of the United States? You know, I think that this election is going to precipitate a crisis in American politics because Donald Trump is going to do everything he can to steal the election. And then if he loses the official count anyway, he will refuse to step down. You think so? I think so. Because, I mean, the man will go to jail if he isn't president. Because of all the conflicts of interest and corruption, right? Yeah. So we're going to have like some very, very tough weeks and months. Yes. Yes. But how much better it is to confront that pending crisis with a movement at our backs. Thank you so much, Frances. It was so good. Thank you, Matthew. Voilà, l'Air Libre, c'est fini pour ce soir. Demain, vous retrouverez Fabien Escalona. Une adresse, évidemment, pour nous écrire, toujours la même, à l'airlibre@mediapart.fr. Bonne soirée à toutes et à tous.